Avez-vous déjà ressenti que votre esprit était un problème? Non pas parce qu'il était défaillant, mais parce qu'il voyait trop. Vous n'avez rien dit d'offensant, vous n'avez pas agi de manière arrogante, vous avez simplement existé. Et pourtant, cela suffisait à mettre les gens mal à l'aise, à provoquer leur indifférence ou leur froideur. Plus vous deveniez perspicace, plus le monde semblait se détourner de vous, non pas avec haine, mais avec une punition subtile, l'isolement, un silence gênant, des moqueries déguisées en plaisanterie, des opportunités qui s'évanouissaient sans raison apparente. Vous avez pensé que le problème venait de vous, que vous étiez peut-être trop intense, trop compliqué, trop sérieux. Mais ce n'était pas votre personnalité, c'était votre perception. Vous voyiez à travers les choses, et cela mettait les gens à nu, mal à l'aise face à quelqu'un qui ne se laissait pas berner par les illusions. Arthur Schopenhauer estimait que ce n'était pas une coïncidence, mais un schéma. La société ne se contente pas d'ignorer l'intelligence, elle la punit. Pas de manière ouverte ou violente, mais psychologiquement, en repoussant les esprits brillants aux marges de l'appartenance. Car la vérité, c'est que les gens ne veulent pas être éveillés, ils veulent être réconfortés. Et lorsque vous défiez ce confort, vous n'obtenez pas de remerciements, mais l'exil. Cette punition ne vient pas avec des chaînes, des cris ou des coups, ni même des lois. Elle se manifeste par le silence, un regard qui vous évite, une conversation qui s'éteint dès que vous entrez dans la pièce, un emploi que vous n'obtenez pas, non pas parce que vous n'êtes pas qualifié, mais parce que vous avez fait sentir à l'interlocuteur qu'il était petit. Personne ne le dit à voix haute, mais vous apprenez vite, pensez profondément à un prix, et ce prix est l'acceptation sociale. Vous n'êtes pas exclu parce que vous êtes impoli, mais parce que vous êtes rare. Vous posez des questions qui dérangent, vous remarquez des schémas que les autres ne sont pas prêts à voir, vous faites des plaisanteries qui ne portent pas sur des célébrités ou des ragots, et elles tombent à plat. Bientôt, on vous qualifie de trop intense, trop compliqué, difficile à aborder. Mais rien de tout cela n'est vrai. Ce qui est vrai, c'est que votre présence met les autres à nu. Vous n'êtes pas juste une personne parmi le groupe, vous êtes un miroir, et personne n'aime un miroir qui reflète ce qu'il cherche à éviter. C'est le coup dont la société ne parle jamais, la taxe cachée sur la conscience, l'exil discret des esprits réfléchis. Les intelligents ne sont pas haïs, ils sont simplement gênants. Ils perturbent le scénario, ils ne rient pas quand tout le monde rit, ils marquent une pause avant de répondre, ils remettent en question ce qui était censé rester incontesté. Et la société ne punit pas cela par la violence, mais par l'invisibilité. Vous êtes ignorés, laissés de côté, contournés, souriants mais jamais vraiment accueillis. Au début, vous pensez que quelque chose ne va pas chez vous, que vous devriez être plus sociable, plus léger, plus normal. Mais plus vous essayez de vous réduire pour correspondre, plus vous vous sentez vidé de vie. Car l'intelligence n'est pas un défaut de personnalité, c'est un changement de perspective. Une fois que vous voyez le monde différemment, vous ne pouvez pas faire marche arrière, même si cela vous coûte le monde auquel vous apparteniez autrefois. Vous l'avez probablement déjà remarqué, vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit de controversé, ni même de corriger quelqu'un. Être simplement présent, pleinement conscient, suffit à changer l'énergie d'une pièce. Les gens commencent à s'agiter, à se justifier sans que vous ayez demandé quoi que ce soit, à rire trop fort, à vous couper la parole ou à consulter leur téléphone un peu trop souvent. Vous ne les avez pas provoqués, vous les avez reflétés, et c'est ce qui les met mal à l'aise. Les psychologues appellent cela l'effet miroir. Cela se produit lorsque la présence de quelqu'un renvoie aux autres ce qu'ils cherchent à éviter en eux-mêmes. Vous devenez une menace inconsciente, non pas parce que vous attaquez leurs croyances, mais parce que votre existence les remet en question. Votre curiosité met en lumière leur complaisance, votre profondeur expose leur superficialité, votre retenue révèle leurs insécurités. La plupart des gens ne sont pas prêts pour ce genre de réflexion. Ils ne veulent pas voir leur paresse intellectuelle, ni ressentir à quel point ils ont peu questionné leur vie. Alors, ils vous étiquettent, arrogant, froid, distant. Mais ce qu'ils disent vraiment, c'est « tu me fais voir quelque chose en moi que je préférerais éviter ». C'est pourquoi même votre silence est mal interprété. Vous ne vous retirez pas, vous observez, mais ils perçoivent cela comme un jugement, car ils sentent, à un certain niveau, que vous voyez plus que vous ne le laissez paraître. Rien n'effraie plus l'ego moyen qu'être vu clairement. Le miroir que vous tendez ne les flatte pas, il ne ment pas, il ne joue pas le jeu, et pour cela, ils vous en veulent, pas ouvertement, pas consciemment, mais profondément. Cette rancune se manifeste de 1000 façons subtiles, dans les amis qui s'éloignent, les collègues qui rivalisent, les membres de la famille qui balaient vos pensées d'un sourire et d'un haussement d'épaule.
Vous n'êtes pas puni pour avoir tort, mais pour voir trop clairement, pour être, comme Schopenhauer l'appelait, une conscience élevée dans un monde endormi. Plus vous êtes éveillé, plus votre simple présence devient un défi, non pas parce que vous avez dit quelque chose, mais parce que le miroir que vous portez est impossible à ignorer. Vous êtes né dans un système qui n'a pas été conçu pour la vérité, mais pour la survie. Pendant des milliers d'années, être exclu de son groupe signifiait la mort. Pas de nourriture, pas d'abri, pas de sécurité. Ainsi, le cerveau a évolué avec un système de priorités, l'appartenance d'abord, la vérité ensuite, si tant est qu'elle vienne. Cette programmation biologique fonctionne encore aujourd'hui, même dans les villes modernes avec des supermarchés et des serrures. Votre cerveau traite toujours le rejet comme un événement menaçant pour la vie. C'est pourquoi les gens craignent les intellectuels, non pas parce qu'ils haïssent l'intelligence, mais parce qu'elle menace la cohésion sociale. Elle perturbe les accords tacites qui maintiennent le groupe uni. Elle introduit des questions là où il y avait des croyances partagées. Pour le cerveau tribal, ce type de perturbation est perçu comme un danger. Lorsque vous abordez un sujet trop profond, trop réel, trop éloigné du scénario, peu importe que vous ayez raison, ce qui compte, c'est que vous fracturez l'harmonie. Dans la logique tribale, celui qui cause de l'inconfort devient la menace, même si cet inconfort n'est qu'une nouvelle idée. C'est pourquoi la société a un mécanisme de rejet intégré pour ceux qui pensent différemment. Il ne s'agit pas de faits, mais du centre de la peur dans le cerveau, l'amygdale. Quand les gens se sentent intellectuellement dépassés, leur amygdale s'active comme s'ils étaient physiquement menacés. C'est de la biologie primitive, votre intelligence ne les a pas simplement troublés, elle a déclenché leur réponse de survie. Ils se sentaient exposés, alors ils se sont éloignés. Ils se sentaient inférieurs, alors ils ont trouvé des raisons de ne pas vous aimer, non pas à cause de qui vous êtes, mais à cause de ce que vous avez déclenché en eux. Vous n'avez pas enfreint les règles du groupe, vous avez révélé que ces règles reposaient sur des illusions. Et rien ne menace davantage un groupe que quelqu'un qui voit au-delà de ces mythes. C'est pourquoi les penseurs profonds ont toujours vécu en marge de la société, non pas parce qu'ils sont asociaux, mais parce que leur esprit est incompatible avec les politiques primitives de l'appartenance. Schopenhauer l'avait profondément compris. Il estimait que plus on voit clair, plus il devient difficile de participer au jeu, non pas par orgueil, mais parce que la conscience entraîne l'aliénation. L'esprit individuel, aussi brillant soit-il, est toujours puni par le cerveau tribal pour être trop éveillé. Si vous avez déjà eu l'impression que le système n'était pas fait pour vous, vous avez raison. Il ne l'était pas. Nos institutions ne sont pas conçues pour nourrir l'intelligence, mais pour la contrôler, la rediriger, la filtrer à travers des systèmes de pouvoir, de profit et de prévisibilité. Prenons l'école, par exemple. On vous dit que c'est un lieu d'apprentissage, mais qu'enseigne-t-elle vraiment? Mémoriser, répéter, ne pas questionner, ne pas perturber, ne pas trop penser en dehors des cadres. Parce que ce cadre a été rempli il y a des décennies par des gens qui ne connaissaient pas votre esprit. Les élèves qui demandent trop souvent « pourquoi ?» sont qualifiés de rebelles, ceux qui remettent en question le manuel sont priés de se concentrer sur ce qui sera à l'examen. Et ainsi, votre intelligence naturelle, votre soif d'explorer et de relier les points, est qualifiée de distraction. On vous demande de la réprimer, de colorier à l'intérieur des lignes, de devenir employable, pas éclairé. Parce que les écoles ne récompensent pas la profondeur, elles récompensent l'obéissance. Puis vient le monde du travail, et c'est pire. Vous imaginez que l'innovation sera accueillie, que vos idées seront valorisées. Mais dès que vous commencez à remettre en question la manière dont les choses sont faites, vous êtes perçu comme une menace pour la culture d'entreprise. L'employé qui joue le jeu, qui acquiesce dans les réunions et évite les conversations difficiles, est promu. Pendant ce temps, vous, qui voyez les inefficacités, qui proposez de meilleurs systèmes, qui refusez d'acquiescer aveuglément, on vous demande d'adoucir votre approche, de lire l'ambiance, d'être plus flexible. Pas parce que vous avez tort, mais parce que vous rendez les gens à l'aise mal à l'aise. Dans la plupart des entreprises, la conformité est plus sûre que la brillance, et ceux qui gravissent les échelons ne sont pas les plus perspicaces, mais les plus conciliants. Et puis, il y a la politique, où le charisme règne en maître. Parler simplement, fort et avec une certitude absolue attire plus de partisans que de parler avec vérité. Le politicien qui parle avec nuance, qui explore des vérités inconfortables, qui admet la complexité des problèmes réels, est perçu comme faible, indécis ou trop intellectuel. Pendant ce temps, celui qui sourit, répète des slogans et dit aux gens ce qu'ils veulent entendre est élu. Parce que le système ne récompense pas l'intelligence,
il récompense le confort émotionnel. Vous êtes autorisé à être intelligent, tant que votre intelligence sert le scénario, tant que vos vérités restent commercialisables, digestes, sans danger. Mais dès que vos pensées menacent le statu quo, dès que votre profondeur révèle les fissures, vous êtes qualifié de difficile, de dangereux, de pas un joueur d'équipe. Ainsi, l'intelligence est remodelée en productivité, la créativité est écrasée en conformité, la perspicacité est filtrée jusqu'à n'être plus que du contenu. Schopenhauer avait averti que les institutions ne sont pas conçues pour la vérité, mais pour la survie. Et la survie signifie maintenir l'illusion que tout est sous contrôle. Alors, quand votre intelligence menace cette illusion, vous devenez un fardeau. Et la société punit les fardeaux, non pas avec violence, mais avec de la bureaucratie, du rejet, du silence, une lente starvation de l'âme, jusqu'à ce que vous vous conformiez ou disparaissiez. Schopenhauer a vu quelque chose dans la condition humaine que la plupart des penseurs avaient trop peur de dire à haute voix. L'intelligence n'est pas un don, c'est un fardeau. Pas parce qu'elle échoue à réussir dans le monde, mais parce qu'elle voit le monde trop clairement pour en jouir. Au cœur de la philosophie de Schopenhauer se trouve un concept appelé la volonté. Pas la volonté au sens de force de caractère ou de désir conscient, mais une force aveugle, irrationnelle, qui pousse toute vie en avant sans logique, sans morale, sans égard pour la vérité. Pour Schopenhauer, la personne moyenne est mue par cette volonté de vivre, une fin primitive pour le plaisir, le confort, le statut et la survie. Elle alimente l'ambition, la reproduction, le besoin de courir après des objectifs, de grimper, de consommer. Et cette volonté est si puissante que la plupart des gens ne s'arrêtent jamais pour la remettre en question. Ils se marient sans réfléchir, travaillent sans but, poursuivent des objectifs qu'ils n'ont jamais choisis pour des récompenses qu'ils ne peuvent définir. Mais les intelligents sont différents. Pas parce qu'ils sont plus vertueux, mais parce qu'ils sont maudits par la volonté de vérité. C'est ce qui distingue les penseurs profonds. Ils ne se contentent pas de vivre, ils examinent, ils questionnent, ils observent le monde comme des étrangers coincés à l'intérieur. Ils demandent, pourquoi souffrons-nous? Pourquoi faisons-nous semblant? Pourquoi adorons-nous des illusions et détruisons-nous ce qui est réel? Et avec chaque réponse, ils deviennent plus conscients, plus éveillés et plus seuls. Car s'éveiller du rêve, c'est réaliser combien d'autres dorment encore et combien ils détestent être dérangés. C'est la malédiction, la volonté de vérité n'apporte pas la paix, elle apporte la douleur. Elle arrache les conforts dont les autres vivent. Elle révèle le vide derrière la tradition, la cruauté derrière la culture, l'absurde derrière l'ambition. La plupart des gens cherchent à être apaisés, les intelligents cherchent à comprendre, et cette différence crée un mur entre eux. La volonté de vivre dit « Cache-toi de ce qui fait mal ». La volonté de vérité dit « Regarde, même si ça te brise ». Schopenhauer pensait que plus une personne devient intelligente, plus elle souffre, car elle voit à travers trop de choses, elle ressent le poids de l'existence plus lourdement, elle ne peut plus trouver de sens dans ce qui semblait autrefois épanouissant. Les fêtes semblent vides, les bavardages deviennent insupportables, le succès semble creux. Ce qui apporte de la joie aux autres cause de l'inconfort aux penseurs, car ils voient les ficelles derrière le spectacle de marionnettes. C'est pourquoi la société punit les intelligents, non pas parce qu'ils sont dangereux avec des armes ou de la richesse, mais parce qu'ils menacent l'illusion qui maintient tout le monde sain d'esprit. Leur simple présence murmure. Il y a plus que cela, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose de faux. Et ces murmures sont insupportables dans un monde accro au confort. Ainsi, la volonté de vérité vous isole, elle vous pousse aux marges, elle vous dépouille de votre capacité à faire semblant. Et dans cet exil, vous n'avez qu'un seul choix, vous engourdir pour retourner dans le rêve, ou continuer à avancer, sachant que la vérité vous coûtera tout ce que le monde appelle bonheur. Schopenhauer avait une réponse claire, laissez le monde dormir, laissez-le adorer ses illusions. Mais vous devez voir, même si cela vous brise, car la seule vie qui vaille la peine d'être vécue est celle qui n'est pas bâtie sur des mensonges. Peut-être avez-vous passé des années à vous demander ce qui ne va pas chez vous, pourquoi vous avez du mal à vous connecter, pourquoi les conversations semblent forcées, pourquoi vous vous sentez comme un étranger, même lorsque vous essayez d'appartenir. On vous a dit que vous êtes trop sérieux, trop intense, trop sensible, trop tout. Mais voici la vérité, vous n'êtes pas brisé, vous voyez simplement les choses avant leur temps. Vous n'êtes pas difficile, vous êtes avancé. Votre intelligence ne vous a pas isolé, elle vous a révélé. Elle a arraché les illusions auxquelles les autres s'accrochent encore, et une fois que vous avez vu ce qui se trouve sous la surface,
Vous ne pouvez plus faire semblant que ce n'est pas là. C'est pourquoi vous luttez dans les espaces superficiels, pourquoi les bavardages vous épuisent, pourquoi vous préférez être seul plutôt qu'entouré de bruit. Votre esprit est conçu pour explorer la profondeur, et le monde est accro à la distraction. Vous vous sentez déconnecté, non pas parce qu'il vous manque quelque chose, mais parce que vous voyez trop. Et dans une société qui prospère sur le confort, la clarté devient une malédiction. Mais cette malédiction n'est pas seulement la vôtre. L'histoire est remplie d'esprits qui étaient trop en avance pour être acceptés de leur vivant. Socrate fut exécuté pour avoir posé trop de questions. Il a défié Athènes de penser, et ils l'ont puni pour cela. Nikola Tesla rêvait d'un avenir que le monde ne pouvait pas encore comprendre. Il est mort pauvre, isolé et méconnu, pendant que d'autres bâtissaient des empires sur ses idées volées. Alan Turing a déchiffré le code qui a aidé à mettre fin à la Seconde Guerre mondiale, et pourtant, la société l'a détruit parce qu'il ne rentrait pas dans leur définition de l'acceptable. Hypatie, une femme philosophe dans la Rome antique, fut assassinée par une foule pour avoir enseigné la pensée rationnelle, car sa brillance menaçait le pouvoir religieux. Ils n'étaient pas célébrés, ils étaient réduits au silence, non pas parce qu'ils avaient tort, mais parce qu'ils avaient raison trop tôt. Et peut-être est-ce aussi votre cas. La solitude que vous ressentez n'est pas un signe d'échec, c'est un signe de perception. Vous n'êtes pas né dans le mauvais monde, vous êtes né dans un monde endormi, avec les yeux grands ouverts. Vous n'êtes jamais trop, vous êtes simplement avancé. Être en avance sur son temps ne fait pas de vous quelqu'un de brisé, cela fait de vous quelqu'un de nécessaire. Chaque époque a besoin d'esprits qui ne se contentent pas de la refléter, mais qui la défient, la perturbent, l'éveillent. Et même si la société ne vous célèbre pas maintenant, cela ne signifie pas que vous ne la façonnez pas. Cela signifie que vous construisez quelque chose qui ne sera compris que lorsque le monde rattrapera enfin son retard. La punition de l'intelligence n'arrive pas d'un seul coup. Elle est lente, silencieuse, presque invisible. Elle commence par être incompris, non pas une fois, mais à répétition. Vous dites quelque chose de nuancé, et on le réduit à une blague. Vous exprimez une inquiétude, et on vous traite de négatif. Vous partagez une idée, et on change de sujet. Et finalement, vous cessez de partager. Vous raccourcissez vos mots, vous censurez vos pensées, vous souriez quand vous vous ennuyez, vous riez à ce qui ne vous touche pas, non pas parce que vous voulez vous intégrer, mais parce que vous êtes fatigué de vous démarquer et de n'obtenir que du silence en retour. C'est ainsi que cela commence, un moment silencieux où l'on ne vous voit pas, puis un autre, et encore un autre, jusqu'à ce que vous commenciez à vous demander « Peut-être que c'est moi, peut-être que je suis trop, peut-être que je suis le problème, peut-être que je devrais dire moins, penser moins, être moins. » C'est la partie la plus cruelle de ce type de punition. Elle ne vient pas d'un tribunal, elle vient d'un miroir déformé par la répétition. Quand le monde répond à votre profondeur par le rejet, vous commencez à remettre en question cette profondeur elle-même. Vous commencez à douter de ce qui semblait autrefois clair. Vous commencez à croire que le silence signifie l'insignifiance. Mais ce n'est pas le cas. Le silence n'est pas un jugement sur votre valeur, c'est une mesure de la profondeur de la pièce. Et parfois, vous êtes simplement dans des pièces trop superficielles. Schopenhauer comprenait ce type d'isolement. Il voyait comment la société conditionne les gens à craindre ce qui les pousse à penser et à embrasser ce qui les aide à oublier. Il savait que plus vous voyez, plus il est difficile de se sentir vu, car l'intelligence n'est pas seulement une connaissance, c'est une conscience, une sensibilité aux contradictions, aux mensonges, au poids des choses non dites. Et cette conscience peut ressembler à une malédiction lorsque vous êtes entouré de ceux qui n'ont aucun désir de remarquer ce que vous ne pouvez ignorer. Cela crée une fatigue, non pas du corps, mais de l'âme, une lassitude face à des conversations qui ne vont jamais plus loin que la météo, une solitude qui persiste même dans une foule, un chagrin discret pour des connexions qui ne se réalisent jamais. Mais vous n'êtes pas seul dans cette solitude. Vous n'êtes pas faible pour ressentir le poids du silence. Vous n'êtes pas perdu parce que vous luttez pour être compris. Vous ressentez le coup émotionnel d'un esprit qui voit dans un monde qui détourne la tête. Et bien que ce coup soit réel, ce qu'il signifie l'est aussi. Votre douleur n'est pas une preuve d'échec, c'est une preuve de perception. La société ne hait pas l'intelligence, elle la craint, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour en être menacé. C'est la grande ironie que Schopenhauer comprenait. Le génie est puni de son vivant et loué après sa mort. Tant que vous respirez, vos pensées sont dangereuses, vos questions sont perturbatrices, votre clarté est un problème. Mais une fois que vous êtes parti, une fois que votre voix ne peut plus défier le système, vous devenez une légende, une citation, une pièce d'histoire sans danger,
dépouillé de son danger originel. Galilée fut réduit au silence et emprisonné pour avoir défié l'Église avec la vérité scientifique. Aujourd'hui, son nom est célébré dans les manuels. Nietzsche fut rejeté comme fou, ses idées jugées trop sombres, trop radicales, trop indigestes. Aujourd'hui, sa philosophie influence la psychologie, la littérature et l'éthique. Van Gogh est mort brisé, seul, un fou dont personne ne voulait les peintures. Aujourd'hui, ces mêmes œuvres valent des centaines de millions. Hypatie, l'une des plus grandes esprits d'Alexandrie antique, fut déchirée par une foule religieuse, non pas pour un crime, mais pour le péché d'être trop intelligente, trop indépendante, et une femme qui n'avait pas peur de penser. Qu'ont-ils tous en commun? Leur intelligence n'est devenue acceptable qu'après avoir cessé d'être active, après que le monde n'a plus eu à affronter la perturbation qu'ils causaient de leur vivant. Car le génie, dans le présent, est gênant. Il force à la réflexion, il exige l'évolution, et les gens ne veulent pas de cela, pas avant que le temps n'émousse le tranchant et ne rende la vérité moins menaçante, plus comme une histoire. C'est pourquoi la société romantise l'intelligence une fois qu'elle n'est plus dangereuse, quand elle ne peut plus exposer personne, quand elle ne peut plus tenir de miroir, quand elle devient une statue plutôt qu'une étincelle. C'est la tragédie, la plupart des esprits qui façonnent l'humanité ne sont embrassés qu'une fois qu'ils ne sont plus là pour le ressentir. Alors, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vos idées sont ignorées, pourquoi votre vérité est trop, pourquoi votre voix semble invisible, rappelez-vous, vous n'êtes peut-être pas incompris parce que vous avez tort, mais parce que vous êtes en avance. Vous n'étiez jamais le problème, vous étiez le signal, l'interruption, l'esprit qui ne jouait pas le jeu. Et pour cela, ils ne vous ont pas compris, non pas parce que vous manquiez de clarté, mais parce que vous en apportiez trop tôt, trop brut, trop réel. Vous avez été punis, non pas parce que vous étiez brisé, mais parce que vous avez brisé leur illusion. Vous ne rentrez pas dans le moule, car vous ne pouviez pas réduire votre vision pour qu'elle corresponde à la taille de leur zone de confort. Ils voulaient du silence, vous avez apporté la réflexion. Ils voulaient de l'accord, vous avez apporté des questions. Ils voulaient des surfaces lisses, vous leur avez tendu un miroir. Alors, ils vous ont qualifié de difficile, de froid, de détaché, d'arrogant. Mais ils ne décrivaient pas vous, ils décrivaient leur réaction à vous, leur peur d'être vue incandescente, leur inconfort d'être poussé à penser, leur instinct de rejeter ce qui ne les valide pas. Et dans cette réaction, vous avez appris quelque chose de douloureux mais essentiel. Vous n'avez jamais été simplement rejeté, vous avez été révélé. Vous n'avez pas perdu des gens, vous avez perdu des masques. Vous n'avez pas été laissé derrière, vous avez simplement avancé. Car l'intelligence n'est pas neutre. Elle ne reste pas tranquillement assise. Elle change l'énergie, elle défie les hiérarchies, elle perce les mensonges polis et nomme ce que les autres refusent de voir. C'est pourquoi la punition ne vient pas de la malveillance, mais de la peur. Et quand vous comprenez cela, quand vous cessez de voir leur rejet comme une preuve de votre échec, vous commencez à reprendre votre pouvoir. Vous commencez à voir le silence différemment, non pas comme une absence de connexion, mais comme une frontière que votre esprit crée naturellement dans un monde qui n'est pas prêt. Mais la disponibilité des autres n'a pas d'importance, car votre voix n'a jamais été destinée à rendre les gens confortables. Elle était destinée à les réveiller, à perturber, à trancher à travers le bruit avec quelque chose de réel. Alors, ne vous adoucissez pas, ne diminuez pas votre clarté pour vous fondre dans des pièces remplies d'ombre. Vous n'êtes pas fait pour une acceptation facile, vous êtes fait pour la vérité. Et la vérité, par sa nature, est rarement la bienvenue jusqu'à ce qu'elle devienne nécessaire. Marchez donc de l'avant, non pas avec amertume, mais avec compréhension. Vous n'êtes pas l'exilé, vous êtes l'exception, le miroir, la menace que la société prétend ne pas avoir besoin jusqu'à ce que tout s'effondre. Et quand ce moment viendra, ne dites pas « je vous l'avais dit ». Continuez simplement à penser, à voir, à être exactement ce que vous êtes. Car ce qu'ils appellent une punition a toujours été la preuve de votre vérité.